Donc on se retrouve pour une vidéo d'Écran Large. Donc Écran Large, c'est une chaîne de critique ciné. Et donc une vidéo sur la critique cinéma va mal, et ça devrait aussi vous inquiéter. Donc je pense qu'ils sont bien placés pour parler de critique cinéma, vu que c'est un peu leur job. Donc on va voir pourquoi, on va voir ce qu'il en est. Je suis curieux, et j'ai envie de dire, ben... c'est parti! La critique de cinéma est-elle en danger? Il y a des signes très inquiétants sur l'état du secteur qui nous concerne directement, mais le cœur du problème n'est peut-être pas là où on le croit. Bonjour à tous, c'est Antoine, et aujourd'hui, l'heure est grave. Nous sommes en guerre. Bon, il ne faut pas être devin pour savoir que la critique cinéma, et plus généralement la presse culturelle, n'est pas vraiment le secteur sur lequel je vous conseille d'investir. Mais si je me lance dans cet édito un poil alarmiste, c'est qu'il y a eu une nouvelle qui a secoué notre petit monde. Et je précise bien petit monde parce que j'ai conscience que ça s'adresse avant tout à une niche. Le 27 mai dernier... Ah bah de plus en plus, hein. Il y avait eu un air genre 2012-2016, je dirais peut-être 2018. Bah, je dirais jusqu'à la fin d'Endgame en vrai. Genre ouais 2012-2018 où il y avait vraiment un truc de... La critique ciné sur YouTube était de plus en plus grosse, il y en avait de plus en plus de chaînes et tout machin. Mais j'ai l'impression que surtout en France, peut-être aux États-Unis ça continue, mais que ça s'est vraiment cassé la gueule, les gens se sont désintéressés. En plus avec les bails de certains des gros genre In The Panda et tout, ça a pas aidé, mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins hype. Ah ouais, Canal+ arrête le cercle. Télérama a sorti un article annonçant l'arrêt probable de l'émission Le Cercle sur Canal+. Après 20 ans de bons et loyaux services, il y a de grandes chances que l'émission ne soit pas reconduite à la rentrée, ce qui inclut aussi sa variante Le Cercle Série, l'une des trop rares émissions à traiter de l'actu des séries télé en critique. Mais c'est vrai que déjà les séries télé c'est très populaire, mais d'un point de vue validation de la critique, validation de l'élite culturelle, etc., c'est pas encore ça. Et le cinéma, c'est fou à quel point c'est de moins en moins populaire, c'est une dinguerie parce que bah c'est normal, c'est trop cher, la marvelisation du cinéma, enfin il y a plein de raisons qui font que le cinéma c'est de moins en moins un truc de masse, un truc rassembleur. Et puis les gens sont de plus en plus sur internet, sur les réseaux, moins d'attention, le fait qu'il y a plein de gens qui disent ah j'arrive pas à suivre le film. D'un côté, si tu vas sur ton portable pour aller sur TikTok ou Instagram ou Twitter toutes les 10 minutes, tu m'étonnes que t'arrives pas à être dedans. Le Cercle, c'est l'un des derniers bastions de la critique cinéma à la télévision. Et personnellement, je trouve qu'elle a le mérite de se vouloir à la fois pédagogue et exigeante. En prenant la forme de débats assez ouverts, l'émission a toujours eu au centre de sa démarche une multitude de points de vue sur les films, et ça permet l'air de rien de montrer une certaine variété des plumes et des voix qui composent l'univers de la critique en France. Je précise maintenant que je ne dis pas ça par copinage, parce que bon, déjà dans ce milieu, tout le monde se connaît plus ou moins, et vous savez sûrement que notre ancien camarade d'Écran Large, Simon Rio, fait partie des chroniqueurs réguliers du Cercle depuis pas mal d'années. Le truc, c'est que cette information a des airs d'ultime clou dans le cercueil d'une presse qui ne va pas très bien. En parallèle de l'annulation potentielle du Cercle, on sait depuis peu que le magazine Première, pourtant l'un des plus populaires sur l'actualité cinéma en France, est en redressement judiciaire. Et disons que cette explosion de mauvaises nouvelles était pressentie depuis un bail. Certains magazines, comme Les Inrecuptibles ou Cinématiseur, ont changé leur modèle de parution pour survivre, et d'autres, comme Mad Movies, font appel au financement participatif pour leurs numéros hors série. Tout le monde se débrouille pour garder la tête hors de l'eau, et c'est également notre cas à Écran Large, comme plein d'autres médias web. Et d'ailleurs, pas que dans le cinéma, hein, tu vois même dans les critiques de jeux vidéo, les magazines, bon, les critiques papier c'est encore pire, hein, parce que ça a carrément disparu, mais à part les plus gros qui arrivent un minimum à survivre, c'est de plus en plus chaud même pour eux, tu vois, et ça c'est un problème. La critique, la vraie critique, hein, pas juste donc la critique compétente, qui a vraiment un fond, qui c'est la critique exigeante, c'est important aussi, c'est bien aussi que les connards comme toi et moi puissent donner nos avis, attention, mais il faut qu'il y ait les deux. Et le problème c'est que on est de plus en plus dans un truc où on veut la critique facile du connard comme toi et moi, et de moins en moins la critique exigeante. En tout cas, on s'en approche de plus en plus de cette ère, j'ai l'impression. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous saoule à chaque vidéo en vous rappelant qu'on reste une petite structure indépendante et que votre soutien est primordial à notre survie. Le mieux pour ça, c'est l'abonnement qu'on propose sur notre site avec des articles exclusifs en contrepartie et la possibilité pour nous de continuer à vous proposer gratuitement ce type de vidéos, par exemple. Mais bon, du coup, comment interpréter cet avenir peu reluisant de la critique? On pourrait essayer de chercher un ou des coupables, mais je ne pense pas que ça ait beaucoup de sens de faire la chasse aux sorcières. Pour moi, il y a deux axes importants à creuser et à nuancer: la question des formats de la critique et la perception de plus en plus faussée de son rôle.
Bon, pour le premier, je vais pas tourner autour du pot. La critique, dans sa forme la plus classique, ça n'intéresse plus grand monde. Quand on voit maintenant que des sites font des résumés de leurs propres articles en début de papier, c'est qu'il y a vraiment plus le temps de niaiser. Ouais, bah c'est ce que je disais il y a 2 secondes, le côté, on veut quelque chose de plus en plus concis, de plus en plus chill, on est de moins en moins dans l'exigence d'un beau papier qui détaille, qui amène une réflexion, etc. quoi. Limite, maintenant, les gens, ils veulent juste savoir si t'as aimé ou pas. Enfin, je caricature, mais évidemment, je caricature, mais vous voyez l'idée, quoi. Avec l'avènement des réseaux sociaux et des c'est nouvelles formes de partage de l'information, le développement d'une réflexion sur plusieurs pages Ouais, ou sur de exactement. longues minutes de vidéo, c'est plus vraiment une habitude de lecture ou de visionnage pour beaucoup de gens. Et en plus, les sujets niches, ça marche de moins en moins, tu vois, il y a plein de... Moi, je me rappelle surtout à l'époque, Fossoyeur de film, Durandal in the Panda, où il y avait des gens qui leur disaient « Oui, tu fais pas assez de petits films, tu fais trop de blockbusters, nanana. » Ouais, mais d'un côté, quand ils font des petits films, on regarde pas. Sauf si on l'a déjà vu, mais c'est rare. Et puis moi c'est pas parce que j'ai pas envie de regarder une critique sur un petit film. C'est juste qu'en fait, j'aime pas regarder une critique sur quelque chose ou un avis sur quelque chose que j'ai pas déjà vu moi. Parce que j'ai envie de me faire d'abord mon propre avis et ensuite d'avoir l'avis de l'autre. J'ai pas envie d'être influencé par. Mais bon, c'est peut-être une erreur. Il faut aller toujours plus vite, sous peine d'être réduit à un vilain swipe en pleine session de doom scrolling. Et c'est pas juste moi qui le dis façon boomer qui commence à mettre de l'anti-ride. Pour prendre un exemple qui peut sembler anodin, mais qui ne l'est pas, le festival de Cannes a depuis quelques années TikTok pour partenaire. En soi, je n'utilise pas TikTok, mais j'ai rien contre l'emploi de la plateforme. En revanche, on a été pas mal à tiquer sur leur manière de se promouvoir en 2025 autour du festival de Cannes. Ils ont sorti 2 pubs diffusées régulièrement au cinéma et à la télé avec un même principe. On y voit un faux film parasité par l'analyse soudaine d'un influenceur TikTok, ce qui donne envie à ses spectateurs de regarder le dit film. Et TikTok d'affirmer à l'occasion que les premiers passeurs du cinéma sont désormais les influenceurs. Je vous mentirais si je disais que cette pub ne m'avait pas donné envie de m'énucléer de colère pendant ma séance de Lilo et Stitch. Il faut dire que le film n'a pas trop aidé non plus. Ah mais aussi tu cherches, tu vas voir Lilo et Stitch. Mais non mais je vois le principe de la pub et d'un point de vue marketing c'est très malin, mais d'un point de vue cynisme on se pose là quoi. Et oui après on peut pas nier que les influenceurs ont une influence lol sur le visionnage des films ou pas, mais c'est quand même triste et dommage de se dire que on accepte le fait que ça passe par là en premier. Mais il faut reconnaître que l'idée est pas complètement fausse, même si elle a fait jaser. Bon déjà, les termes influenceurs et créateurs de contenu veulent tout et rien dire. Et justement, les frontières sont plus floues que jamais par rapport à ce que serait la presse traditionnelle. Pour rester sur l'exemple de Cannes, qu'on a couvert avec Alexandre, et je vous renvoie pour ça à notre super podcast sur le sujet, on y a vu la présence accrue d'influenceurs cinéma. Et ça n'a rien de négatif. Moi perso, j'y ai aperçu des youtubeurs que j'adore, comme Patrick Willems ou Thomas Flight, et ça reflète une réalité simple. Sur toutes les personnes qui parlent intelligemment de cinéma, peu sont celles qui trouvent aujourd'hui, en France ou ailleurs, une plateforme dans un média. Et donc le mieux pour eux, c'est d'être indépendant, à l'écrit, sur YouTube, sur Insta, ou même sur TikTok. La critique professionnelle a parfois ce vilain défaut d'afficher un mépris envers certains formats. Et ça c'est le cas depuis tellement d'années. Le problème c'est que le professionnel et le déjà en place a un côté citadelle assiégée, un côté chasse gardée, c'est à nous et vous pauvres gueux, non je caricature mais vous voyez l'idée. Et ça a toujours été un problème et ça fait que généralement les gens qui aiment cet art, peu importe l'art d'ailleurs, hein, mais qui peuvent pas aller dans les codes des trucs déjà établis, ils vont faire leur propre truc, hein, le street art, le rock, le blues, peu importe, etc. etc. Tu vois, il y a toujours mille exemples, la nouvelle vague, etc., le nouvel Hollywood, et ça a toujours été, bref, je suis fatigué d'un coup, j'avais la forme et là d'un coup je suis crevé. Qui renforce cette vision d'une élite pédante et coincée dans sa tour d'ivoire. Et je vous dis ça en tant qu'ado passionné qui a fait ses armes sur des blogs avant de vouloir en faire son métier. Et je me suis pris à l'époque quelques murs par des gens qui considéraient, et je cite, que les blogs c'était des flots ininterrompu de paroles non structurées. Et le problème c'est que c'est des gens qui disent ça souvent, c'est qu'ils connaissent pas en fait les blogs, les vidéastes, les tiktokers spécialisés et tout. Je pense qu'en fait ils voient surtout ça de loin, ils voient 2-3 critiques éclatées et du coup ils se disent ouais tous ils sont comme ça tu vois. Mais c'est comme si moi je disais je vois une critique pompeuse et à côté de la plaque dans Première et je me dis tout Première et toute la critique traditionnelle est comme ça. Ça a aucun sens dans les deux cas. Et puis je suis arrivé à Écran Large où ma manière de réfléchir sur le cinéma et de l'exprimer importait plus que les plateformes sur lesquelles j'avais pu le faire par le passé. Le site reste notre socle, mais maintenant on est un média étendu sur plusieurs canaux, de YouTube à nos podcasts, en passant par des formats courts qu'on propose sur Instagram, YouTube et TikTok justement. On s'adapte avec des formats qui étaient jusque-là l'apanage des influenceurs,
mais avec cette pluralité d'opinions qui est la nôtre, plutôt que de mettre en avant une personnalité unique à l'écran. La presse pioche dans l'influence, et d'ailleurs le cercle le fait aussi, en proposant des recos sur un format court après chaque émission. Pour être franc, les formats courts, c'est pas ce qui nous fait le plus kiffer dans la rédaction. Parce qu'il faut expliquer pourquoi on aime ou pas un film en 10 secondes, c'est parfois un peu frustrant. Mais non seulement ça marche, ça ramène de l'audience, mais on sait aussi que ce côté liste touche un public peut-être plus occasionnel. Et ça nous arrive d'avoir des retours où nos recos ont permis à des gens de découvrir des films. Ouais, et puis c'est toujours une manière comme une autre de déjà d'avoir une plus grande audience, de se diversifier, et peut-être même qu'il y en a une petite partie qui, en regardant le contenu sur TikTok, régulièrement vont se dire « Ah tiens, ils font des trucs sur YouTube aussi, je vais aller voir », et petit à petit. C'est le jeu malheureusement. Hein. Donc c'est pas inutile. Et c'est pour ça que ça me semble abscon d'avoir juste du mépris pour la forme. Je ne connais pas... surtout que toi, tu l'as eu, le mépris de la part de ceux qui étaient de l'autre côté, donc ce serait con d'avoir le même mépris pour ceux qui sont encore d'un autre côté. Les deux influenceurs qu'on voit dans les Grimjo, TikTok lui, de Cannes. mais... Je ne me permettrai pas de juger leur approche critique, mais il est clair qu'on peut tirer le meilleur de chaque format. YouTube a longtemps été vu comme le parent pauvre de la critique, alors qu'aujourd'hui, j'y vois, en tant que spectateur, certaines des meilleures analyses que je peux trouver sur le cinéma. Ancien comme contemporain. Cela étant dit, il y a quand même une réalité derrière cette rapidité et cette concision. Le développement de l'analyse en souffre forcément. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la critique de cinéma, mais ce qui a marqué ce milieu-là, c'est le moment où l'analyse d'un film permettait d'aller plus loin, de prendre le film comme point de départ pour théoriser le cinéma. Ça a entre autres été la spécialité des cahiers du cinéma, et encore aujourd'hui, certains des textes fondamentaux qu'on étudie en fac proviennent de là. Oh, c'était chiant ces textes, franchement. Oh là là, de la branlette. Enfin non, pas de la branlette, mais c'est juste la manière d'écrire est tellement... Oh, c'est un enfer. C'est un enfer, vraiment. C'est super intéressant, hein. Mais faut réussir à se plonger dedans. Je me contenterai juste de citer pour ça le King, le GOAT, André Bazin, qui était parti des films pour enfants Crin Blanc et Ballon Rouge, pour en tirer Montage Interdit. L'un des textes les plus essentiels sur... Attendez, juste on va lire vite fait le début pour que vous voyez le délire, hein. Ça on l'a étudié à la fac. Si l'on s'efforce maintenant de définir la difficulté, il me semble qu'on pourrait poser en loi esthétique le principe suivant. Quand l'essentiel d'un événement est dépendant d'une présence simultanée de plusieurs facteurs de l'action, le montage est interdit. Il reprend ses droits chaque fois que le sens de l'action ne dépend plus que de la contiguïté physique, même si celle-là est impliquée. On va pas faire une analyse ou quoi que ce soit, mais c'est juste, vous voyez à quel point là c'est un petit paragraphe et c'est déjà costaud. C'est pas incompréhensible, mais faut bien se mettre sur chaque phrase en mode attends, il a voulu dire quoi? Ah d'accord, c'est lourd. L'un des textes les plus essentiels sur le montage, c'est bien le titre, vous suivez. On ne le dit jamais assez, mais la priorité de la critique, c'est pas de dire j'aime, j'aime pas, ou de quantifier la qualité d'un film. Ça doit servir à créer de la pensée, à ouvrir le débat et à l'étendre. Et ça, je pense que ce soit le Fossoyeur, In the Panda et Dudu, mais surtout In the Panda et Dudu, je pense qu'ils se sont pas rendus compte à quel point ils ont créé, avec d'autres, hein, le Nostalgia Critique et plein d'autres, ils ont créé une génération de critiques, je mets des en guillemets, et aucun jugement là-dessus, hein, mais quand même une génération de gens qui confondent critique et avis, qui pensent faire une chaîne de critique ciné, mais qui donnent juste une chaîne d'avis cinéma, alors qu'en vrai, il n'y a pas spécialement de fond. Et j'ai aucun problème là-dessus, vraiment, j'en ai fait moi-même, il n'y a pas de souci, mais juste faut admettre que c'est pas de la vraie critique, tu vois. Il y a quand même une différence entre un vlog de fin de film, tu l'as vu au cinéma, tu dis ce que t'en penses avec 2-3 avis, et faire une grosse vidéo, analyse, etc. tu vois. Parfois au-delà de l'œuvre. Mais ça demande de l'espace, du temps et de l'esprit critique, soit pile les trois choses que ne veulent plus trop les studios de cinéma et les distributeurs. Enfin, du moins, c'est ce que ressent une bonne partie de la profession. Le problème, il est avant tout là. La critique et le journalisme cinéma au global est noyé dans le narratif de plus en plus contrôlé des studios autour de leurs films. C'est en partie pour ça que certains films ne sont plus montrés en projection presse, ou alors très tardivement pour pénaliser les médias papier, et désormais c'est la croix et la bannière pour obtenir des interviews longues où on a le temps de creuser les choses avec les artistes. On le fait peu à écran large, mais quand on le fait, on demande minimum 30 minutes, et je peux vous assurer que c'est de plus en plus difficile à avoir, parce qu'il est préférable de donner aux artistes des slots hyper courts où ils vont répéter les mêmes éléments de langage ou participer à des jeux débiles. Ah mais surtout ça marche tellement mieux, et au lieu de faire une interview de une demi-heure, 1 heure, compliquée, lourde, intéressante et enrichissante bien sûr, mais quand même qui demande du temps et de l'énergie, en 1 heure, bah tu pourras en faire 6 de 10 minutes où tu redis à peu près la même chose, etc. Tu vois, genre tu restes là sur ta chaise, t'as l'affiche du film derrière toi, et c'est les journalistes qui passent les uns derrière les autres, tu fais ça pendant 1 heure, t'en as fait 6 et c'est parti. Et en plus ça marche mieux, donc pourquoi se faire chier, malheureusement. Prenez à tout hasard Mission Impossible 8,
sur lequel il y aurait pourtant plein de trucs à dire sur sa fabrication démente. Et bah, il faudra se contenter de Tom Cruise qui répète inlassablement qu'il est honoré de nous divertir depuis tant d'années. I'm very grateful for 30 years to be able to entertain you with this franchise. Thank you for allowing us to entertain you, and it's incredibly entertaining. Et de voir le reste du casting qui lui lèche les pompes en rappelant qu'il fait toutes ses cascades lui-même comme Non. le GOAT qu'il est. Il fait toutes ses cascades lui-même? Mais je ne savais pas, je suis estomaqué, je suis... Waouh, quel goat! Au mieux, vous pourrez profiter de Simon Pegg et Pom Klementieff qui doivent jouer au clash culturel en exprimant leur préférence entre la politesse des Anglais et la franchise des Français. Que c'est passionnant. En vrai, non mais... Moi je suis pas d'accord avec son côté un peu condescendant, bon peut-être que là il en joue et voilà, mais le côté que c'est passionnant, je vois pourquoi ça fait chier, mais en fait ce qui est con c'est qu'on puisse pas avoir les deux en même temps, tu vois, genre moi j'aime bien les petits contenus comme ça en mode tu préfères quoi ou quoi, c'est cool, mais j'aimerais bien qu'à côté il y ait aussi la vraie interview qui va dans le fond, tu vois, les deux en fait, moi je veux les deux, pourquoi on pourrait pas avoir les deux? Surtout que quitte à faire des concepts à la con comme ça, fallait mettre Tom Cruise avec des petits chiots trop mignons, il aurait fait des papouilles en causant scientologie, là ça aurait été rigolo. J'avoue. La promotion et le divertissement pur ont pris le pas sur la critique. Et je comprends bien qu'il y ait besoin d'une place pour ça, mais pas que ça prenne toute la place. Non, mais c'est la ça, disparition possible du cercle reflète ça, l'amaigrissement des espaces de débat et d'analyse au profit des paillettes, des phrases toutes faites, et même, osons le dire, des fake news pures et simples sur les méthodes de fabrication des films. Si on vous ment la plupart du temps sur l'absence de CGI dans les films par exemple, et je vous renvoie pour ça à ma vidéo sur le sujet, c'est parce que ce qui relevait à... Putain, je me rappelle en... Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, 2017 je crois, Star Wars 7? Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti en vrai. Mais je me rappelle quand il est sorti, ça avait fait un tollé parce qu'il disait qu'il voulait absolument revenir sur du réel et tout. Et il y avait une partie qui était en mode oui, Star Wars à l'ancienne, enfin, et une autre qui était en mode mais non, on voyait bien qu'il y a aussi des effets spéciaux. Mais en vrai, le gros problème, c'est pas les effets spéciaux. Le problème, c'est ne s'attarder que là-dessus, ne prendre que ça et se dire on verra au montage en mettant le moins de temps possible et d'argent et faire du crunch en permanence sur les équipes des effets spéciaux et pas penser son montage à l'avance. En fait, il faut d'abord que tu penses ton plan et que tu saches ce que tu veux faire après. Sauf que les producteurs, ils sont en mode non, fais-le le plus basique possible. Comme ça, si on veut changer au montage, on pourra. Il faut un minimum de pratique, d'effets durs, et où tu rajoutes des effets spéciaux par-dessus. C'est pour ça que les films des années 2000 et fin 90, il y en a beaucoup qui tiennent bien mieux la route que des films qui sont venus après. Pourquoi? Bah parce qu'il y avait ce mélange effets pratiques et effets spéciaux. Et ça marchait bien. Et surtout, on pensait encore le montage avant le tournage et pendant le tournage, quoi. C'est pas genre on verra après. Vend de l'information n'est plus que de la communication manipulée par les équipes marketing et relayé n'importe comment. Et je tiens à préciser un truc maintenant. Il y a peut-être des gens qui se moquent éperdument de la critique. Et c'est d'ailleurs peut-être votre cas, même si je sais pas trop pourquoi vous seriez devant cette vidéo. Mais c'est important de prendre en compte ces gens-là. Parce que vous êtes là pour moi en fait, trop mignon. Parce que c'est compréhensible qu'on puisse ne pas vouloir lire ou voir les avis des autres sur une œuvre. Certains s'en foutent, d'autres ne veulent pas être influencés. Il y a plein de raisons et c'est ok. Mais ça ne veut pas dire que tous les problèmes que j'évoque ne les concernent pas. Oui, non mais déjà oui, ils ont le droit de ne pas vouloir, mais ça n'empêche pas que déjà il y a des gens qui veulent et c'est important pour eux. Et le fait d'avoir une critique un minimum puissante, un minimum influente et un minimum qui dit les termes, ça pousse aussi à la réflexion, ça pousse à machin, et ça fait qu'il y a une partie du public qui est exigeant, et donc qui permet d'avoir des films plus exigeants, ce qui est bien pour tout le monde. Plus que jamais, on est entouré de pubs et d'espaces promo. Et a priori, si certains n'aiment pas la critique, ils n'aiment pas forcément plus qu'une interview complaisante au JT de TF1 essaie de les manipuler. Un film événement avec un grand spectacle, un grand film populaire, et donc du coup il fallait que les effets spéciaux soient à ce niveau-là. Le bullshit promo, il existait avant en équilibre avec les espaces de débat et critique, et c'est ça qui est en train de se perdre, quitte à faire passer des micro-trottoirs d'avant-première ou des entretiens calibrés comme des éléments de critique. Si on n'est pas tous méfiants, il n'y aura plus que ça. Et ça pose en réalité une question qui me semble être le vrai sujet. C'est quoi la place de la critique de cinéma? La réponse est pourtant simple. Basique. La presse, c'est un maillon de la chaîne du cinéma. Et c'est ça qui tend à être oublié. En particulier par le reste du milieu, en fait. Et d'ailleurs, comme tout art en général, hein, la critique est importante et c'est un maillon. Parce que ça permet, encore une fois, d'apporter de la réflexion, ça permet de... Bref, je suis fatigué. C'est pas un à côté dispensable, ça fait partie de la vie d'un film. Alors, entendons-nous bien, je ne pense pas que la critique négative de Deborah sur Lilo et Stitch va faire trembler son box-office, hein, ce serait très présomptueux de penser ça, mais la presse, elle a un impact. Oui. À la fois dans la réflexion qu'elle peut poser sur ces très gros films-là, et dans sa manière d'accompagner les plus petits, ceux qui n'ont pas l'espace médiatique façon Panzer Division d'un Disney
ou d'un Marvel. C'est Ouais, même c'est ça. au fond notre politique à écran large. On parle avec plaisir des blockbusters attendus, déjà parce qu'on aime ça, mais aussi parce qu'on estime que c'est important d'écrire ou d'en parler intelligemment et sans mépris. Mais ça nous sert aussi à attirer l'attention sur des œuvres plus confidentielles, qui feront forcément moins de clics, mais dont on veut parler. Et c'est aussi à ça que servent des cérémonies aussi comme les Oscars ou les Césars, c'est aussi pouvoir mettre en avant des films que le grand public aura peut-être pas vu ou serait peut-être pas au courant qu'ils existent, mais comme il y a le tampon Oscar, César, Cannes, ce que tu veux, on se dit ah bah peut-être. Et c'est pareil pour les critiques, tu vois, quelqu'un que t'aimes bien, que ce soit une personne ou un magazine ou un média, peu importe, que t'aimes bien et que dont t'apprécies la ligne édito, te conseille un truc, plus de niche, peut-être que tu auras plus tendance à aller voir ça. Et donc ça va t'ouvrir à une autre culture cinématographique que t'aurais peut-être pas vu, etc. C'est un cercle vertueux. Le problème c'est qu'ils veulent foutre en l'air ce cercle vertueux. Ça, c'est notre situation à nous. Mais l'exemple du cercle est plus important encore. Et Oui. c'est là que ça inquiète en fait. Parce que le cercle, c'est l'une des dernières émissions sur le cinéma à la télé et un étendard pour Canal+. Donc c'est l'une des derniers pour un public qui ne va pas forcément chercher de la critique. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent tomber dessus et se dire oh allez pourquoi pas tiens. Alors que si jamais tu regardes des chaînes YouTube ou des médias comme Écran Large etc, il y a quand même des chances que que c'est parce que tu es allé chercher quelque chose en rapport avec le cinéma au minimum. Alors peut-être que oui l'algo YouTube peut te conseiller une chaîne ou un truc comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même moins de chances, pour le grand public en tout cas. Qui est, rappelons-le, le premier financeur du cinéma français. Alors bien sûr que les audiences de l'émission doivent sans doute jouer dans la décision de ne pas renouveler l'émission, mais le symbole est quand même fort pour un Oui. groupe qui appartient à Vincent Bolloré, dont on sait que le rapport à la culture est loin d'être une priorité, à part si ça sert son combat civilisationnel pour le citer. C'est tout le problème de voir les grands groupes médiatiques être rachetés par des milliardaires, avec un agenda politique clair, où la culture est souvent un caillou dans la chaussure. Bel arrêt sur image. Et même sans parler d'agenda politique clair, il y a aussi un truc de quand c'est des milliardaires ou des grands groupes, etc., qui rachètent des médias, il y a un côté, ils font les choses pas parce qu'elles doivent être faites et qu'elles sont nécessaires, non, ils le font pour la rentabilité. Et forcément, une émission, entre guillemets, de niche, qui va dans le fond, qui essaie de relever le niveau, etc., c'est pas ce qu'ils cherchent, eux, ils veulent de la rentabilité. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Parce que le cercle, ce genre de choses, c'est d'intérêt public. Cyril Hanouna qui va faire la promo de la Palme d'Or de Jafar Panahi. Non. Que ce serait un petit peu drôle à voir. Non merde, j'ai perdu mon slip. À l'heure actuelle, Canal+ a renégocié sa place dans la chronologie des médias et a assuré pour les années à venir son investissement dans la création cinématographique française. Mais tout ça peut changer très vite. Ou alors, peut-être que le cercle sera remplacé par un programme plus consensuel où on parlera de films sans égratigner rien ni personne. À moins que la reco d'influenceurs ne devienne d'ailleurs la nouvelle évidence, notamment sur les réseaux sociaux d'un tel groupe. Et cette question de la chaîne risque du d'arriver, cinéma, malheureusement. c'est pas la première fois qu'elle revient sur la table. En 2022, alors qu'on subissait encore les conséquences du Covid et que l'offensive en Ukraine avait pris la tournure qu'on connaît, le prix du papier a explosé. Ça a mis en difficulté financière beaucoup de magazines cinéma parce que leurs plus gros annonceurs, c'est justement les distributeurs de films avec lesquels ils sont partenaires, sauf que eux aussi n'avaient plus d'argent depuis le Covid. Mais pendant ce temps-là, malgré la fermeture des salles ou les restrictions, la presse était là à parler des films, des séries, des décalages de sortie. Bah oui, et puis surtout, ils permettent aussi de maintenir un minimum le truc à flot et de garder une espèce d'entrain, de hype et d'envie de cinéma, même quand c'est plus compliqué pour aller voir des films. C'est ultra important. À promouvoir la culture. Voilà. Et c'est pourquoi, en septembre 2022, 12 titres de la presse indépendante, dont Cinématiseur, Les Cahiers du Cinéma, Mad Movies pas de ou la encore merde, hein. SoFilm, ont adressé une lettre au CNC et au ministère de la Culture, en appelant à l'aide. Il y a quelques soutiens financiers pour ce type de presse, mais ça n'était plus suffisant par rapport à la réalité du secteur et les coûts exorbitants que leur publication nécessitait. Et cet appel à l'aide, il est gentiment resté en vue. Tu es Si on surpris? refusait à la presse et à la critique cette place dans un écosystème en crise de manière globale. Pourtant, leur texte met bien en avant ce qui reste le plus important: la prescription des œuvres, quel que soit l'état de l'industrie. Mais de toute façon, quand il y a une crise, c'est toujours l'art qui en pâtit en premier, parce que l'art, c'est toujours considéré comme quantité négligeable par les gouvernements, et en plus, au mieux, ça c'est au mieux en plus, et au pire, c'est justement, ils sont bien contents de niquer l'art, parce que l'art, ça permet la réflexion, ça permet la compréhension, ça permet l'empathie, et donc ça permet d'avoir un esprit critique et plus libre facilement. Alors que plus t'enlèves l'art, plus les gens peuvent être facilement dociles et moins ils réfléchissent. Et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de dystopies, où la première chose qu'ils font,
font les gens, c'est brûler les livres et les œuvres d'art, pas pour rien. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de moins parler films et séries avec vos potes ou votre famille? Est-ce que c'est pas devenu plus compliqué? Faudrait déjà avoir des potes. Non, non, j'en ai quand même, faut pas déconner. Arrête, je suis fatigué. Maintenant que les audiences s'éclatent entre tous les films et toutes les séries disponibles un peu partout. Mais de toute façon, en règle générale, il y a de moins en moins de mainstream, je trouve. Tu vois, ça fait quelques temps que je me fais la réflexion de... Avant, par exemple, t'avais voire les tubes de l'été, tu vois. C'est chaque année, il y avait les tubes de l'été, que t'aimes ou t'aimes pas, c'est pas le souci. Mais c'est juste que tout le monde le connaissait. Depuis quelques années, il y a de moins en moins. Alors, le Covid a accéléré ça, évidemment. Mais il y a quand même de moins en moins ce truc. Et c'est de plus en plus en mode, en fait, il y a de plus en plus de grosses niches, voilà. Avant, il y avait le gros mainstream et des petites niches. Maintenant, il y a plein de grosses niches. Et ça, c'est aussi avec les réseaux sociaux, avec le fait que tu peux plus facilement trouver ton bonheur dans des trucs précis. Et du coup, ça fait qu'il y a moins en moins de consensus. Pour le meilleur comme pour le pire. Dans l'océan de canaux et de plateformes, comment peut-on encore se regrouper autour d'un tronc commun? Et surtout, comment lutter contre les algorithmes qui ne poussent jamais à sortir de sa zone de confort et qui recommandent plus ou moins les mêmes trucs à tout le monde? La presse a ce rôle-là, de pouvoir conseiller, titiller la curiosité et de dénicher des pépites. Et au-delà de ça, elle laisse une trace pour comprendre la réception d'une œuvre lors de sa sortie et l'évolution potentielle de l'analyse à son sujet. La critique, ce n'est pas seulement l'immédiateté, mais le travail autour du patrimoine et de l'histoire du cinéma. Dans mon adolescence... Et là, évidemment, il parle du cinéma, mais comme on le dit depuis le début, la critique d'art en général. Ça m'a permis de découvrir des cinéastes et des films qui sont devenus essentiels pour moi. Et encore aujourd'hui, je ne cesse d'apprendre auprès des réflexions de certains confrères, parce que c'est aussi cette humilité-là qu'on devrait tous partager. Mais oui, non mais de toute façon, ça permet tellement d'avoir un autre point de vue, même si t'es pas d'accord, tu vois. Genre, typiquement, Durandal, il y a plein de gens, ils sont pas d'accord avec lui, et je suis pas toujours d'accord avec lui, mais le fait d'avoir un autre point de vue, c'est intéressant, c'est enrichissant. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, le sort du cercle n'est pas encore scellé, et le syndicat de la critique a sorti un communiqué qui appelle à son maintien. Mais quoi qu'il en soit, exprimez vous aussi votre soutien envers les médias culturels que vous consommez, déjà parce qu'on est beaucoup à se donner à fond, et parce qu'il est important qu'on continue pour défendre une presse libre, indépendante et réfléchie. Et justement, pour finir en beauté cette vidéo, je vais vous faire quelques recos non exhaustives du côté de la presse ciné. Alors je mets de côté les youtubeurs anglo-saxons parce que sinon j'en ai pour la nuit. Mais côté web, je vous recommande chaudement la lecture de Criticat. C'est tout bonnement les textes critiques les plus pointus et inspirés qu'on peut trouver sur internet, et leurs éditos sont absolument fantastiques. Pareil pour Culture au point, qui se permet des textes bien longs et détaillés qui sont passionnants et qui décortiquent en profondeur les œuvres. Et côté presse papier, il y a bien sûr les rois cinématiseurs. Leur approche éditoriale est aussi éclectique qu'exigeante. Ils parlent avec autant de ferveur des blockbusters que des films indépendants, et surtout leurs interviews sont les meilleures que vous pouvez trouver aujourd'hui, d'autant qu'ils vont chercher des chefs de poste que beaucoup laissent de côté habituellement, comme des chefs opérateurs ou des compositeurs. Je pourrais également citer Mad Movies, les maîtres incontestés du cinéma de genre, dont j'adore le ton si caractéristique et ludique. On a aussi les historiques positifs et les cahiers du cinéma, qui en ont encore sous le capot et qui renouvellent toujours le regard sur le 7e art, même après autant d'années d'existence. Et enfin, forcément, je me dois de citer SoFilm. Alors, en partie parce que ça m'arrive de signer quelques piges pour eux de temps en temps, je confesse que c'est pas complètement désintéressé, mais j'adorais déjà lire le mag avant de rejoindre l'équipe. C'est bourré de reportages originaux qu'on voit nulle. Et puis raison de plus, si tu rejoins le mag, c'est aussi que tu crois en eux, tu vois, un minimum, donc t'es d'autant plus légitime pour en parler. C'est l'inverse que tu devrais te dire, c'est plus le côté, ok, je fais des piges dedans, mais c'est parce que je fais des piges dedans que je sais qu'ils sont carrés et que je vous les conseille. Par ailleurs, moi ça m'a permis d'écrire des papiers vraiment très particuliers, il y a des approches différentes, voire décalées sur l'industrie, et les interviews sont longues et développées. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager en commentaire les médias que vous lisez, regardez ou écoutez, en dehors d'écran large, qui, j'en suis sûr, reste et restera à tout jamais votre phare dans la nuit. On a parlé du fonctionnement du cinéma français, je vous recommande la vidéo de Mathieu, très complète, sur le fonctionnement du CNC. Donc soutenez la presse indépendante, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bah écoutez, c'était cool. Alors moi j'avoue qu'en termes de médias, j'en aurais pas trop à vous conseiller. Je peux vous conseiller des vidéastes, Ace Modé qui est très très bon, Mr Bobine, Bolchegeek, Cinéma et Politique. Enfin il y en a plein vraiment que je pourrais vous conseiller, mais d'ailleurs je vous conseille ma vidéo sur la critique ciné. Peut-être qu'on se la fera un de ces quatre. Là je suis un peu fatigué, j'ai un peu la flemme, mais peut-être qu'on te la fera. En tout cas, sur ma chaîne Blazy, j'avais fait une vidéo sur la critique ciné sur YouTube, et Bolchegeek en a sorti une bien plus grosse et bien plus exhaustive
et ben plus intéressante après, mais bon, c'est la vie. Mais voilà, c'était très cool. Ben écoutez, continuez à soutenir la culture, faites-le au maximum, soyez curieux et curieuses, essayez d'aller au-delà de la facilité, et puis ben, vive le cinéma et vive l'art. Tout va bien.